Après l'article 30, le 514 de M. Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'objectif de cet amendement est l'abrogation des dispositions de la législation locale sur les cultes et uniquement l'abrogation des législations locales sur les cultes. Il y a bien évidemment dans le droit local d'Alsace-Moselle des dispositions sociales qui sont très intéressantes et que nous aimerions voir étendues à l'ensemble du territoire national. Il a été question à plusieurs reprises ici dans cet hémicycle d'un sondage publié par un journal. J'aimerais en donner la totalité. Pour l'abrogation du Concordat, 78% des Français sont favorables. Pour l'abrogation du Concordat, 52% des Alsaciens et des Moselans sont favorables. Sur le financement du régime concordataire, 83% des Français considèrent que ce n'est pas normal. En Alsace-Moselle, 53% des habitants ne trouvent que ce n'est pas normal. Et ensuite, et ce qui est très intéressant, sur le principe d'un financement public des cultes, les Français de l'intérieur, comme vous dites, ils sont opposés à 67%, mais les Alsaciens et les Moselans, ils sont favorables. Ils sont favorables au financement du culte à 56%. Ce qui montre bien qu'il y a un rejet du Concordat dans sa forme actuelle. Et chers collègues, contrairement à la Guyane où le statut de l'ordonnance de 1828 leur a été imposé par la force sans que jamais les Guyanais donnent leur avis. Au contraire, et je tiens à le reconnaître, les Alsaciens et les Moselans, par leur représentation nationale et par deux fois, en 1924 et en 1946, ont montré leur attachement au Concordat. Et je pense que ça nous oblige à un débat local qui doit avoir lieu en Alsace et en Moselle. Et je suis tout à fait d'accord, mais engager ce débat, parce que je pense qu'aujourd'hui, les choses doivent bouger. Et par exemple, les cultes chrétiens ont reconnu, dans un article du 17 mars 2004, qu'il fallait nécessairement ouvrir le Concordat à d'autres cultes, et notamment, ils prônent l'admission du culte musulman, je les cite, à la table de la République. Donc il est temps de réfléchir sur le Concordat. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je précise tout de suite que je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur cet amendement. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Défavorable, nous l'avons déjà dit pour les Outre-mer, il y a des équilibres. Vous le dites vous-même d'ailleurs, c'est aux Alsaciens mosellans de faire ce travail, donc défavorable. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Défavorable. Je suis donc saisi d'une demande de scrutin public. Monsieur Ouzoulias. Un petit mot, Monsieur le Président, si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans une tribune publiée par La Croix, à la suite de ce sondage, le 9 avril 2021, la députée européenne et les trois députés du Bas-Rhin écrivent « La possibilité de financement public d'un lieu de culte a le mérite de créer les conditions pour une adhésion des cultes aux principes républicains ». Permettez-moi de citer l'excellente étude de Hakim El-Karaoui et Benjamin Odaillé, qui vient de paraître sur les militants du djihad. C'est une étude financée par l'Institut Montaigne, je pense que ça devrait vous satisfaire. En France, les 508 djihadistes, donc ceux qui ont basculé dans la lutte armée, pour lesquels la commune d'origine est connue, viennent de 150 villes différentes, mais principalement des grandes villes. Et par ordre, ils viennent principalement de Toulouse, Strasbourg, Nice et Paris. Ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence entre les formes données à la gestion des cultes, voire même l'enseignement du religieux, et les actes djihadistes. Les actes djihadistes obéissent à d'autres logiques, et vous n'arriverez pas à contrer le djihadisme en changeant les formes du culte. C'est malheureusement ce que nous essayons de vous faire comprendre par rapport à cette loi. Les causes, elles sont liées, et l'étude le montre très bien. Il y a aujourd'hui 30 à 40 quartiers qui sont en situation très difficile et d'où viennent l'essentiel des djihadistes. Si vous voulez combattre ce radicalisme, ce qu'il faut, c'est une politique de la ville.
Ce qu'il faut, c'est intervenir dans les 30 à 40 quartiers qui aujourd'hui produisent l'essentiel de cette radicalisation, de ce radicalisme, de ce fanatisme. Et je pense que ça sera beaucoup plus efficace que de transformer le statut des cultes comme vous nous le proposez. Merci, Monsieur le Président. Allez, j'ai une série de demandes d'intervention, donc on commence. Monsieur Fernic. Oui, merci Monsieur le Président. Le groupe écologiste ne peut approuver une telle proposition expéditive d'abrogation qui toucherait près de 3 millions de nos concitoyens. Il n'y a pas eu de large débat, de vaste concertation sur la question. Et ce récent sondage a montré combien la confusion et les polémiques du jour chamboulent l'opinion sur ces questions. Je crois que ce sujet est trop lourd pour se positionner dans la précipitation, pour proposer peut-être des évolutions sans un travail approfondi d'écoute, d'analyse et de dialogue. D'où l'abstention de mon groupe. Pour ma part, comme élu d'Alsace, je voterai contre cet amendement avec 5 arguments. L'argument de compensation. Ce droit particulier est le fruit de déchirures. Cette différenciation est la compensation d'une rupture historique, comme le droit particulier de la Corse compense une disparité géographique. On ne peut pas plus effacer l'histoire qu'ignorer la géographie. L'argument européen. Si le régime des cultes reconnus déconcerte parfois les autres Français, il est largement partagé dans une Europe très familière de ce principe de reconnaissance des cultes institués. L'argument constitutionnel, le Conseil constitutionnel a tranché. Le droit des religions d'Alsace-Moselle est conforme à la Constitution, compatible avec le principe de laïcité. L'argument d'équilibre. La France, on l'a vu, soutient des aumôneries, accepte les droits particuliers des cultes outre-mer. Partout, elle concilie 2 principes républicains, la laïcité et la liberté religieuse. En Alsace-Moselle, l'équilibre est différent, mais tout aussi intelligent. Enfin, l'argument de la concorde. La pratique a évidemment bougé depuis Bonaparte. Nous n'en sommes plus au régime donnant la subvention d'État contre le contrôle politique des cultes. Nous avons un nouveau rapport entre les pouvoirs publics de plus en plus décentralisés et les cultes, acteurs de l'espace public par leur engagement social, caritatif, interreligieux, et cela participe à l'amélioration du vivre ensemble. Cet argument, d'ailleurs, incite au nom de l'égalité, peut-être à une évolution pour élargir progressivement le groupe des 4 cultes statutaires à l'islam, peut-être d'abord dans le domaine scolaire pour l'éveil culturel et religieux, ou encore pour la formation des ministres du culte dans le cadre universitaire local. Merci, Madame Schalck. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est sans hésitation en tant qu'élu d'Alsace que je voterai contre l'amendement du groupe communiste visant à supprimer d'un trait le régime concordataire en Alsace-Moselle. D'une part parce que je suis profondément attachée au régime spécifique des cultes en Alsace-Moselle. Je ne suis pas la seule. Le Conseil d'État dès 1925, les constituants de 1946 et de 1958, le Conseil constitutionnel en 2013 ont reconnu la pertinence du régime local et son inscription pleine et entière dans l'histoire de notre République. Par ailleurs, une grande majorité d'Alsaciens et de Mosellans sont attachés au Concordat et ce n'est pas un sondage qui est à prendre en compte. Depuis 1801, date de la signature du Concordat par la France napoléonienne, le régime local des cultes a su traverser les siècles et fête désormais ses 220 ans d'existence. Il n'a rien de transitoire, comme l'indique d'ailleurs de manière erronée l'amendement qui nous est soumis. Je suis également contre cet amendement car le régime local des cultes fait partie intégrante de l'identité alsacienne et mosellane. Il a d'ailleurs porté de beaux fruits, à commencer par 2 facultés de théologie, l'une catholique, l'autre protestante, qui contribuent au rayonnement de l'université de Strasbourg. Il a également su créer les conditions d'un équilibre et d'un dialogue apaisé, d'une harmonie qu'il ne faut en aucun cas rompre. Il permet le dialogue entre les religions et les pouvoirs publics. Il encourage le dialogue interreligieux, dont j'ai pu mesurer toute l'importance et la pertinence en tant qu'élu régional. Je voterai également contre cet amendement parce qu'ici, au Sénat, Chambre des collectivités territoriales, nous savons et connaissons toute l'importance des spécificités locales. Notre pays est riche de ses territoires, de leur histoire, de leur culture, de leurs spécificités. Ce sont autant de spécificités qu'il ne faut pas abroger, qu'il ne faut pas craindre, mais bien au contraire qu'il nous faut protéger et consolider.
Précisément, le système concordataire en Alsace-Moselle constitue l'une de ces spécificités empreintes de l'histoire si douloureuse et particulière de notre région. Mes chers collègues, il n'y a aucune opposition entre concordat et laïcité. Bien au contraire, il s'agit d'une précieuse complémentarité dans le total respect de l'article 1er de la Constitution, selon laquelle la France est une république laïque. Je vous remercie. Merci, Monsieur Richard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Vous ne serez pas étonnés si le sénateur alsacien que je suis se déclare aussi totalement opposé à cet amendement. Il est effectivement indiqué dans l'exposé des motifs de cet amendement, je cite, que la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État doit être appliquée dans l'ensemble du territoire et donc que le régime concordataire d'Alsace-Moselle n'a pas sa place, c'est les termes, dans notre République laïque. Permettrait de dire que cette double affirmation est juridiquement fausse, ça vient d'être dit. Le Conseil constitutionnel, à tout le moins, a jugé que le droit local alsacien-mosellan, qui comporte le concordat, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette double affirmation s'inscrit d'ailleurs pas non plus dans l'air du temps, si j'en crois les récentes prises de position du Conseil d'État qui reconnaît le droit à la différenciation, et je crois savoir que nous allons être saisis prochainement d'un projet de loi 4D, notamment un D comme différenciation, dont le Parlement espère être saisi un jour. Mais sur le fond, pourquoi faudrait-il supprimer, je m'adresse à Monsieur le Comte, pourquoi faudrait-il supprimer les dispositions concordataires en Alsace-Moselle, mes chers collègues, et tout particulièrement du CRCE? Le concordat est pour nous un cadre de réflexion et de relations claires qui facilite le dialogue entre les cultes et les pouvoirs publics. Faut-il vraiment laisser les cultes s'autogérer sans qu'aucune garantie puisse être exigée des pouvoirs publics? Faire comme si les cultes n'existaient pas, n'est-ce pas le meilleur moyen d'amener ces cultes à faire comme si la République n'existait pas? Je voudrais d'ailleurs juste répondre à M. Ouzoulias et lui dire que les Alsaciens moselans, même si effectivement ça s'est effrité à travers le temps, pour cause de subventionnement à une mosquée tout récente, sont très attachés à leur droit local, y incluant le concordat. Et en ce qui concerne le concordat seul, à la première question suivante de l'étude d'IFOP dont vous avez parlé, chers collègues, êtes-vous favorable ou opposé à ce que dans certains territoires français, les ministres des cultes et les édifices religieux y soient financés sur des fonds publics? 56% des Alsaciens moselans répondent qu'ils y sont favorables. 67% des Français disent qu'ils y sont défavorables. Chez nous, c'est juste l'inverse. Alors pour nous, mes chers collègues, la laïcité n'est pas une interdiction faite au monde politique de réfléchir avec les cultes aux choses spirituelles. Il faut s'opposer à cet amendement. Je vous remercie. Merci. Monsieur Kern. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Naturellement, en tant que sénateur alsacien, je me devais de prendre la parole, mais comme pour vous faire gagner du temps et que mes trois collègues précédents ont développé tous les argumentaires, je dirais que je voterai contre cet amendement et que je me rallie à ces argumentaires. Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Il fallait bien qu'un Français de l'intérieur prenne la parole pour lui aussi dire combien il est opposé à cet amendement. D'abord pour vous dire que si on reprend l'histoire, le concordat en soi n'est pas une faveur faite à l'Église ou aux églises protestantes ou encore au culte israélite. En aucun cas, le concordat de Bonaparte, c'est une manière de faire rentrer l'Église dans une organisation et de la contraindre. Quelque part, c'est une préfiguration de ce qui va se passer quelques années plus tard avec la loi de 1905. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans notre débat, pendant tout le texte, on a un paradoxe, c'est qu'on veut quand même, à bien des égards, mettre le nez dans les affaires religieuses, mettre le nez dans les affaires du culte. Et que si la laïcité telle qu'on l'exprime en France nous l'interdit, peut-être que le modèle concordataire est un modèle intéressant dans ce qu'il permet aussi d'avoir une relation de nature différente. Et moi, je trouve qu'il s'agisse des territoires d'outre-mer, comme qu'il s'agisse des deux départements d'Alsace et de la Moselle, qu'on veuille gommer l'histoire, qu'on veuille gommer les spécificités locales, moi ça me choque profondément. Et dans un pays qui proclame la laïcité, qu'il met dans les premiers articles de sa Constitution et qui arrive à trouver des modalités différenciées d'un territoire à l'autre, c'est quelque chose qui, moi, me séduit plutôt, et je trouve ça plutôt intéressant, plutôt qu'une volonté totalement unique, une vision unique sur l'ensemble du territoire. Et enfin, Monsieur le Ministre, hier matin, j'ai écouté l'émission musulmane sur France 2
vers 9 h du matin, et un chercheur expliquait que la France est sans doute le pays d'Europe où il y a la plus grande contradiction entre les principes invoqués et la réalité de terrain. Et j'en finirai par là, c'est qu'il y a pas mal de pays où le catholicisme, par exemple, ou la religion anglicane, pour parler de nos voisins britanniques, sont des religions d'État, mais dans lesquelles l'État intervient beaucoup moins que nous en France. Merci. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE et le groupe Les Républicains sur l'amendement 514. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable. L'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Sur l'amendement 514, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 265, pour l'adoption 24, contre 241. Le Sénat n'a pas adopté. Et nous passons à l'article 31, où je suis saisi de plusieurs demandes de parole. Monsieur Ouzoulias. Monsieur Ouzoulias. Pardon, Monsieur le Président, j'étais emporté par mon allégresse. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venons de parler du Concordat, mais à côté, il y a le Code civil local qui gère le statut des associations. Aujourd'hui, il y a 3 types de statuts: les associations non inscrites, les associations inscrites de droit local sur lesquelles il y a un double contrôle par la justice et par la préfecture, et enfin les associations inscrites dont la mission a été reconnue d'utilité publique. Il faut pour ça qu'elles aient un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel. Et je vous pose la question, Monsieur le Ministre, est-ce que le cultuel pourrait rentrer aussi dans cette mission reconnue d'utilité publique? À ces 3 statuts, vous en ajoutez par la présente loi une 4e. Ce sont les associations inscrites à objet cultuel, et c'est une transformation majeure du droit local d'Alsace-Moselle que vous allez accepter, chers collègues, j'en doute pas un instant. Nous voterons contre. Voilà. À propos de la constitutionnalité du droit local, je voudrais vous rappeler précisément la décision du Conseil constitutionnel, dite Somodia. Le Conseil constitutionnel dit, à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Je pense qu'il reviendra au Conseil constitutionnel de nous dire si la création dans le droit local Alsace-Mosellan des associations inscrites à objet culturel correspond exactement à la décision de Somodia. Ce que nous regrettons sur ce texte, c'est qu'il aurait été beaucoup plus simple de prendre le statut des associations loi de 1905, tel que vous venez de le changer par la présente loi, et les appliquer à toutes les associations cultuelles Alsace-Moselle, plutôt que de rédiger un dispositif qui change complètement la nature du droit local. Enfin, j'aimerais remarquer pour finir que ces nouvelles associations de droit local ne disposent pas de tous les avantages fiscaux consentis aux associations cultuelles loi de 1905. Donc il y a une différence de traitement qui perdure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Richard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 31 concerne l'application des dispositions de ce projet de loi confortant le respect des principes de la République à l'Alsace-Moselle. À cet égard, je voudrais d'abord remercier sincèrement Monsieur le ministre Gérald Darmanin d'avoir accepté de faire inscrire en dur, en propre, je vais dire, les mesures concernées respectivement dans le Code civil local et le Code pénal local, et de ne pas avoir procédé à une simple référence à la loi de 1905 dans les codes concernés. Ce faisant, Monsieur le ministre, vous avez évité toute confusion, tout risque de confusion pour l'avenir entre les textes de droit général et les textes de droit local. Et j'y vois clairement, Monsieur le ministre, une marque de respect de votre part à l'égard de notre droit local. Je le répète, soyez-en remerciés. Pour autant, si l'on peut être d'accord avec l'application aux 3 départements de l'Est de dispositions nationales
visant à lutter contre le séparatisme, certaines modifications s'avèrent souhaitables afin de tenir compte encore mieux de la spécificité du droit local. Elles donnent lieu à plusieurs amendements dont vous noterez, Monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'ils viennent de sénateurs alsaciens moselans, de la quasi-totalité des bancs de notre Assemblée. Je vous invite donc, mes chers collègues, à faire droit à ces différentes demandes d'amendements. Enfin, puisque certains s'interrogent, on l'a vu tout à l'heure, sur l'opportunité de conserver le particularisme alsacien, qu'il me soit permis d'utiliser cette tribune pour dire que s'il a été possible à la ville de Strasbourg de décider de verser une subvention à l'association Milligorusch pour la construction de la plus grande mosquée d'Europe, cette décision n'a rien à voir avec le régime concordataire d'Alsace-Moselle. Elle a été prise parce que la loi de 1905 ne s'applique pas chez nous, et notamment l'article 2 qui prévoit que l'État ne reconnaît et ne finance aucun culte. Pour autant, la ville ne pouvait pas s'exonérer d'une étude précise et spécifique sur l'intérêt de cette subvention au regard de l'intérêt général et de l'ordre public. Cette étude n'a pas été réalisée et je me félicite que l'État ait déféré cette décision au tribunal administratif. Je vous remercie. Monsieur Young. Merci, Monsieur le Président. Je vous prie tout d'abord d'excuser ma collègue Patricia Schillinger, qui est convalescente. Elle avait à cœur, en tant que parlementaire alsacienne, de réitérer son attachement au droit local et à la pratique concordataire. Nous retrouvons le débat que nous venons d'avoir. Cet attachement, vous l'aurez remarqué, transcende largement les différentes sensibilités politiques qui s'expriment dans notre Assemblée. La pratique concordataire a permis, en Alsace-Moselle, d'atteindre un équilibre entre liberté religieuse, laïcité et plus largement valeurs de la République. Alors que ce projet de loi procède sur tout le territoire au renforcement des obligations pesant sur les associations cultuelles, il eût été imprudent, voire dangereux, de ne pas renforcer celles qui incombent aux associations cultuelles de droit local. Nous aurions vu le risque de voir des territoires régis par le droit local se muer en refuge d'une forme de séparatisme religieux attiré par un cadre juridique devenu permissif en comparaison de celui appliqué au reste du territoire. Donc nous saluons l'approche apaisée et compréhensive adoptée par le gouvernement, qui n'a pas souhaité renvoyer les associations de droit local à l'application pure et simple de la loi de 1905, mais a procédé par transposition dans le droit local de certaines dispositions de la loi de 1905. C'est une attente forte des territoires concernés pour s'assurer de la préservation de leurs spécificités. Et si les élus alsaciens et mosellans se réjouissent des garanties obtenues jusqu'à présent, nous considérons qu'il était encore possible d'intégrer au texte certaines précautions afin de s'assurer qu'il n'ait pour effet ni de modifier le régime spécial des cultes, ni d'entraver de manière exagérée le fonctionnement des établissements publics de ces cultes, soumis déjà à des contraintes spécifiques. Enfin, dans un souci d'égalité, nous proposons l'extension à ces établissements publics de culte de la faculté d'acquérir des immeubles à titre gratuit, qui est déjà ouverte aux associations cultuelles. Merci, chers collègues. À l'article 31, nous avons un amendement du gouvernement numéro 689 avec 6 sous-amendements. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement qui arrive en premier puisqu'il vise à réécrire l'article, va normalement, s'il devait être adopté, ce que nous souhaitons pouvoir empêcher les discussions d'un certain nombre d'amendements, puisque comme l'a très bien dit les divers sénateurs, nous avons souhaité non pas faire des références à la loi de 1905 ou 1901, mais réécrire en droit local la codification du droit local, les dispositions de la République qui s'imposeraient par la loi votée par ses représentants. Ce qui me permet de souligner ici, et je le dis notamment à tous ceux qui nous écoutent, qu'il faut savoir distinguer, comme cela a été déjà répété, le concordat du droit local qui est composé à la fois de l'équivalent des dispositions cultuelles dites 1905 sur les cultes qui sont des cultes reconnus et les cultes non reconnus, et du droit de l'association, puisque ce n'est pas faire injure à l'Alsace et à la Moselle,
que de rappeler qu'en 1901, lorsque le législateur a créé cette grande loi d'association, l'Alsace et la Moselle n'étaient pas le territoire de la République française et qu'il y avait donc il y a un droit local associatif qui représente grosso modo ce qui existe dans la loi de 1901, à des exceptions près, notamment le fait que c'est au tribunal judiciaire, par exemple, que l'on a des démarches de création d'associations. Bref, à part ces distinctions, il s'agit bien des lois qui sont miroirs, on pourrait les appeler comme ça, mais qui s'appliquent de manière différente dans un droit qui est différent, mais dont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont reconnu à plusieurs reprises qu'il ne faisait ni obstacle à l'unité de la République, ni obstacle au fait que la laïcité, telle que la loi de 1905 l'imaginait, ou la loi de 1901 l'imaginait, s'appliquait à la République, et que par ailleurs, je répète, que le principe de non-reconnaissance, qui est aussi un principe d'Alsace-Moselle, puisqu'il y a au moins 4 cultes reconnus, donc par définition, il n'y en a pas qu'un seul qui est reconnu, que le principe de non-reconnaissance est évidemment un principe constitutionnel, mais je veux redire au Sénat que le principe de non-subventionnement n'est pas un principe constitutionnel et relève de la loi de la République et non des principes fondamentaux reconnus par la loi de la République. J'ai déjà eu l'occasion de dire que si le Conseil constitutionnel souhaitait faire œuvre d'une grande jurisprudence, quelle que soit l'opinion que l'on pourrait porter sur elle, il pourrait imaginer constitutionnaliser dans le bloc de constitutionnalité ce principe de non-subventionnement, et alors entraînerait beaucoup de conséquences sur les baux amphithéotiques, sur les reçus fiscaux, bref, sur un certain nombre de subventionnements non directs, mais enfin qui quand même utilisent beaucoup l'argent public. On a eu ce débat avec les garanties d'emprunt, notamment la semaine dernière. Ce qui me permet d'ailleurs de souligner aux sénateurs communistes que, bien sûr, il y a des différences, mais elles naissent aussi du fait que dans les principes de l'Alsace-Moselle, on peut subventionner les cultes, et donc, du coup, le reçu fiscal, qui est une sorte de compensation de la non-subventionnement, n'est pas au rendez-vous. Donc, ces différences, monsieur le sénateur, existent et sont consubstantielles aux différences des deux législations. L'amendement du gouvernement vise à appliquer les lois de la République en Alsace-Moselle, en respectant le droit local. Ce qui me pousse à dire que le droit local n'est pas un droit mort, c'est un droit qui est vivant. Et à ce titre, il peut connaître des modifications, des suppressions, des ajouts. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous pouvons avoir une différence sur le fond. Nous n'avons pas de différence sur la forme, c'est bien du droit local. Et ce droit local, dont le garde des Sceaux d'ailleurs a réactivé la commission, vous l'avez vu, mesdames et messieurs les parlementaires, ne fait pas obstacle à ce que décident les représentants du peuple et le gouvernement s'impose en Alsace-Moselle, simplement traduit dans le droit local, comme lorsque nous le faisons quasiment à chaque projet de loi, nous prévoyons des dispositions exceptionnelles pour le territoire ultramarin ou pour le territoire corse. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la République, bien évidemment. Ces dispositions sont toujours prévues, en général, dans les projets de loi, pour s'adapter à un certain nombre de dispositions. Respectant ainsi la parole de l'histoire et finalement du gouvernement de la République, qui a, voyant revenir les élus d'Alsace-Moselle, à la fois pleuré et conclu que, évidemment, on ne devait pas changer les avancées, ou en tout cas des dizaines d'années de législation spécifiques et qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec le concordat octroyé par effectivement le premier consul. Nous sommes devant un amendement, monsieur le Président, qui vient résumer l'ensemble des dispositions pour le traduire directement en droit local. Je voudrais donner un avis d'opposition aux divers sous-amendements, notamment celui évoqué par monsieur Richard, non pas que nous soyons en désaccord, je crois, sur le fond, mais nous ne souhaitons pas étendre particulièrement des dispositions qui ne seraient pas appliquées ailleurs sur le territoire national. Enfin, c'est une différence de fond, notamment pour les EPCI, et donner un avis favorable au sous-amendement de madame la rapporteure, dont je crois comprendre que l'amendement tel que rédigé par le gouvernement satisfait votre demande. Et donc, comme je sais que le gouvernement devrait, ayant déposé son amendement, embrasser l'ensemble des discussions ensuite, je souhaitais le souligner. Bien. Alors, comme l'a dit monsieur le ministre, il y a 6 sous-amendements. Donc, on va les présenter l'un après l'autre. Le 404, Madame la Présidente Delattre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour poursuivre l'idée émise dans mon amendement 403 sur l'article 12 bis, pour mieux contrôler les finances des associations cultuelles, à l'instar des fonds d'origine étrangère, il convient de donner plus de moyens, plus de visibilité aux activités d'exercice public du culte, au moyen d'une
comptabilité autonome. Il faut aujourd'hui que les déclarations des associations cultuelles soient vérifiables plus aisément sur les plans social, comptable et fiscal, lorsqu'il s'agira notamment de demandes d'exonération de droits et de taxes permises par leurs activités. Par ailleurs, puisque le Code de commerce oblige ces associations cultuelles à une certification passée 153 000 € de subventions publiques, ce sous-amendement va plus loin et propose que soit pris en compte la totalité des ressources annuelles pour, là encore, faciliter l'application de ce contrôle des finances. Merci. Merci. Le 272, Monsieur Young. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à étendre aux établissements publics du culte le droit de posséder et d'administrer des immeubles à titre gratuit, je l'avais évoqué tout à l'heure, par souci d'égalité avec les associations cultuelles du droit général qui, à l'article 28 de la présente loi, se sont vues ouvrir la possibilité de posséder et d'administrer des immeubles à titre gratuit. Cet amendement propose d'étendre donc aux établissements publics du culte cette même faculté. L'élargissement proposé semble tout à fait cohérent par rapport au traitement qui est fait des associations à but cultuel dans le droit général. Cet amendement leur confère tout simplement le même droit et je crois que d'autres amendements identiques ont été déposés. Merci. Effectivement, le Reichart 460 est strictement identique. Oui, Monsieur le Président, il a été parfaitement défendu. Je rajouterai simplement que dans la mesure où je me souviens avoir entendu Monsieur le Ministre dire que ne pas accepter que ces associations puissent percevoir les fruits d'immeubles consisterait à amener ces associations à les vendre pour se faire de l'argent de toute façon, puisqu'il faut bien qu'elles fonctionnent. Je voudrais juste rappeler qu'ici aussi, une association à objet cultuel de droit local, donc un établissement public du culte pourrait procéder exactement de la même façon. Donc ce que nous souhaitons là, c'est simplement une égalité de traitement et je me félicite à cet égard que la commission des lois ait bien voulu donner un avis favorable à cet égard. Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir voter ces sous-amendements. Merci. Ensuite, Monsieur Reichart à nouveau, visiblement, le 241. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'ai bien compris que cet amendement, s'il était adopté, ferait tomber tous les amendements suivants. C'est la raison pour laquelle il était important de reprendre l'un ou l'autre de ces amendements en sous-amendement, et c'est l'objet de celui-ci comme du précédent. En fait, l'alinéa 42 de cet article 31 du présent projet de loi crée un nouvel article au Code pénal local d'Alsace-Moselle qui interdit de tenir des réunions politiques dans un local servant habituellement à l'exercice du culte ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire. Le présent amendement entend donc bien maintenir l'objectif principal du dispositif en interdisant toute réunion politique dans un local servant habituellement à l'exercice d'un culte, mais d'en retirer les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable. En effet, une interdiction étendue à ces dépendances viendrait poser une difficulté logistique majeure dans de nombreux territoires d'Alsace-Moselle où ces salles font régulièrement l'objet de locations pour l'organisation de réunions politiques sans que cela ne donne lieu à des incidents menaçant le respect des principes de la République. À titre personnel, j'ai dû en faire une centaine dans des dépendances de lieux de culte depuis le début de ma carrière politique. Du fait de la non-application de la loi de 1905 en Alsace-Moselle, cela fait 116 ans, mes chers collègues, que des réunions se tiennent dans de telles salles paroissiales, ce qui n'est naturellement pas le cas dans le reste de la France, puisque la loi de 1905 sépare les églises de l'État. Vous n'avez pas cette habitude. Dès lors, chez nous, cette pratique est devenue une vraie tradition sur laquelle, à mon avis, il est vraiment souhaitable de ne pas revenir. Je vous remercie. Amendement identique, le 274, Monsieur Young. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un amendement identique. Je ne vais donc pas reprendre ce que vient de dire excellemment notre collègue Richard. Je comprends et je soutiens tout à fait ces prises de position. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la vie au Royaume-Uni, c'est la même chose au Royaume-Uni. On peut utiliser les différents temples pour tout type de réunion. Et c'est bien bête de ne pas s'en priver. Très bien. Le 690, Madame le rapporteur.
Il s'agissait d'interdire aux personnes condamnées pour terrorisme de pouvoir présider une association qui inclut des mineurs. Et donc, c'était un amendement pour lequel la commission était favorable et que je représente ici sous forme de sous-amendement. Bon. Alors, tant que vous y êtes, Madame la rapporteure, si vous pouviez nous donner l'avis sur l'amendement. Alors, sur l'amendement du gouvernement, c'est un avis favorable, puisque effectivement, comme vous le disiez, Monsieur le ministre, vous repreniez un certain nombre d'éléments, y compris que nous avions voté dans la commission. Donc, nous sommes favorables à cette coordination au niveau de l'article 31. Donnez-nous l'avis de la commission sur les sous-amendements qui ne sont pas ceux de la commission. Je vais donc vous donner l'avis de la commission également sur les sous-amendements. Alors, l'amendement de Madame Delattre qui vise à remplacer certification du commissaire aux comptes par une attestation, nous en avons déjà largement débattu en dehors de l'Alsace-Moselle et donc nous y sommes tout aussi défavorables lorsque c'est en Alsace-Moselle. L'amendement de Madame Schillinger concernant la gestion des immeubles acquis à titre gratuit. Donc c'est le 272 et l'amendement identique 460. Effectivement, je pense que, et nous allons en reparler, ça peut être bien de traiter de la même façon les associations en Alsace-Moselle que en Vieille-France, et donc nous y sommes favorables. Nous passons par contre au 241 qui vise à exclure le fait que, alors, dans la loi, 1905 n'interdisait pas de faire des réunions dans les lieux attenant aux lieux de culte, mais ce projet de loi, aujourd'hui, sur la partie Vieille-France, interdit d'avoir des réunions politiques dans les lieux attenant aux lieux de culte. Et effectivement, l'idée est de vraiment séparer le spirituel du temporel, le politique de la religion, et donc les lieux attenant aux lieux de culte doivent avoir une vocation de poursuite du culte et non pas politique. Et c'est pourquoi, sur le projet de loi, c'est supprimé sur l'ensemble du territoire, sauf potentiellement en Alsace-Moselle, si on n'applique pas ce droit à l'Alsace-Moselle, et c'est ce que demande cet amendement. Monsieur Richard étant bien plus éloquent que moi, il a emporté l'avis de la commission, donc l'avis est favorable à exclure les dépendances de la loi et donc à faire qu'on puisse tenir des réunions politiques dans les dépendances. Sachez que les rapporteurs y étaient, donc je vous précise bien, l'amendement 241 et l'identique 274, les rapporteurs y étaient opposés, nous pensons. Et en plus, les débats actuels montrent bien que, me semble-t-il, à Strasbourg, une mosquée se construit et elle n'est pas seule. Il y a tout un ensemble culturel autour. Je ne suis pas sûre qu'il faille transformer cet ensemble culturel en un endroit où des meetings politiques puissent se tenir. Mais si jamais cet amendement 241 ou 274 était voté, c'est bien évidemment ce qui pourrait se faire. Et ça ne pourrait se faire qu'en Alsace-Moselle, parce que pour le reste de la France, dans ce projet de loi, nous avons supprimé cette possibilité. Et enfin, c'était notre amendement, évidemment, nous y sommes favorables pour le 699. Madame la rapporteure, donc sur le gouvernement, j'ai bien compris que c'était un avis favorable sur le sous-amendement de la commission, apparemment défavorable sur les 5 autres. Non, je ne vous demande pas de la commission, je parle du gouvernement, Madame la rapporteure, sauf si vous voulez être ministre tout de suite, mais laissez donc le ministre s'exprimer. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Juste souligner pour Madame Delattre que c'est un sous-amendement miroir d'un amendement qu'elle avait déposé dans le corps de notre séance qui a été refusé. Et donc, par parallélisme des formes, ce serait étonnant qu'on l'adopte pour l'Alsace-Moselle et pas pour l'Assemblée. Pour le reste, du territoire national. Donc, ça avait un avis défavorable de miroir, si j'ose dire. Voilà. Et défavorable au reste, je me suis déjà expliqué, Monsieur le Président, sauf sous-amendement, Madame la rapporteure. Très bien. Bon. Eh bien, on va essayer. Dans la joie et la bonne humeur. Quand je vous dis qu'on va lever à 20h, je vous le garantis maintenant. Monsieur Ouzoulias, puisqu'on lève à 20h, prenez votre temps. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, 3 petits points.
Monsieur le ministre, vous avez dit très justement qu'il n'était pas question d'offrir à ces nouvelles associations inscrites les mêmes avantages fiscaux que les associations de 1905 parce qu'elles touchent des subventions. Or, ce qui vous est réclamé là, c'est une transposition des libéralités fiscales des associations loi de 1905 sur ces associations cultuelles. Donc elles auraient à la fois les libéralités fiscales du régime 1905 plus le subventionnement, ce qui crée une nouvelle fois un déséquilibre. Moi, je veux revenir sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011, dite Somodia. En effet, le Conseil constitutionnel considère que le droit local n'est pas mort, il doit être vivant, mais à deux conditions: qu'il aille vers l'abrogation ou l'harmonisation avec le droit commun, c'est-à-dire avec la législation française. Je ne suis pas sûr du tout que c'est ce que vous proposez par ce texte. Ce que je crains, c'est que cet article soit censuré par le Conseil constitutionnel et l'Alsace-Moselle se retrouve avec un régime qui permettra en effet l'implantation sur son territoire d'associations qui veulent échapper aux nouvelles dispositions de la loi de 1905. Enfin, chers collègues, vous nous dites que le Concordat, c'est un modèle et que la France, sur tout son territoire, devrait s'en inspirer. Permettez-moi de vous dire et c'est quand même un paradoxe, je vais vous rappeler la Constitution de 1958. Et vous voyez, on est arrivé au moment du débat où c'est un sénateur communiste qui est obligé de défendre la Constitution de 1958. La Constitution de 1958, elle dit « La France est une république indivisible, laïque et démocratique ». Donc, si vous voulez transposer le droit local Alsace-Moselle à la France, il faut changer la Constitution de 1958. Et là, on est prêt à vous aider. On est prêt à vous aider parce que nous, on l'a toujours combattu, cette Constitution. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vous remercie infiniment. Allez, Monsieur Richard, au point où on en est. Oh, Monsieur le Président, je ne voulais pas intervenir, mais je ne peux pas laisser dire ce que vient de dire Monsieur Ouzoulias. Nous sommes en train de déposer un amendement pour faire en sorte que les associations à objet cultuel puissent bénéficier simplement des mêmes droits que les associations cultuelles telles qu'à l'heure actuelle elles sont introduites. Bien. Et puis vous êtes en train de me dire que non, parce qu'effectivement elles touchent de l'argent d'ores et déjà. Elles touchent quoi comme argent? Ça n'a rien à voir. Les ministres du culte sont payés, les associations ne touchent rien de plus. Les ministres du culte, ils sont payés, vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, à l'époque, on a simplement pris les biens, à la Révolution, pris les biens du clergé qui permettaient justement de payer ces ministres du culte. Ils n'avaient plus les moyens, donc d'où le Concordat. Donc des ministres des cultes qui sont payés, ça n'a rien à voir avec les associations à objet cultuel. Donc s'il vous plaît, je suis en train de demander à ce que simplement on fasse une parité, une équité de fonctionnement, et vous êtes en train de me dire non, vous touchez déjà ça, mais vous sortez de la parité. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Allez, c'est dit, c'est dit. Eh bien, on va commencer par le vote des sous-amendements, puis on finira par le vote de l'amendement, si Dieu le veut. Le 404 rectifié de la présidente Delattre avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est pour? Madame Delattre, Madame la Présidente, votre amendement, vous le votez? Oui. Alors levez la main. Merci. Non, je dis ça, vous savez. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 272 avec un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. C'est le même, je le précise tout de suite, que le 460. Donc vote identique. Qui est pour? 1, 2, 3. Ah oui, là il y a du monde. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Qui est contre? Ils sont adoptés. Le 241 qui est identique au 274, avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui est pour? C'est le même vote. Qui est contre? Ils sont adoptés. Et enfin, le sous-amendement de la Commission, le 690, avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et sur le coup, je mets aux voix
l'amendement 689 du gouvernement sous-amendé par les amendements qu'on vient de voter. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Ça fait tomber quoi? Donc tous les amendements tombent et l'article 31 est ainsi rédigé. Après l'article 31, un amendement 461, Monsieur Richard. Attendez, laissez-moi celui-là quand même. Le 461, Monsieur Richard. Il est retiré. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon. On revient aux articles non réservés. Donc, après l'article 55, j'ai un amendement et un sous-amendement. Un amendement du gouvernement, le 691, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement important, arrivé tardivement, j'en conviens bien volontiers, en séance. J'ai pris soin de prendre attache avec Monsieur le Président de la Commission, même si, évidemment, déposé en début d'après-midi. Que dit cet amendement qui vient compléter utilement le travail que nous avons fait depuis plusieurs mois autour de ce texte et qui a été particulièrement sollicité par de nombreux élus. Je veux dire à quel point ces élus qui ont sollicité le ministère de l'Intérieur sont de tous bords politiques différents. Je pense à Monsieur le maire d'Albertville, je pense à Monsieur le maire de Clichy également, avec qui je me suis entretenu, puisque aujourd'hui un travail important a été fait, vous l'avez vu, sur la situation des écoles hors contrat, particulièrement de la PPL Gatel, dont Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, j'ai eu l'occasion de souligner l'importance ici, et des dispositions présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'ouverture de ces écoles. Mais nous constatons que l'une des conséquences de nos dispositions, c'est que malheureusement, de façon ex-ante, nous ne pouvons nous opposer en droit actuel à l'ouverture d'une école, et d'une école hors contrat bien évidemment, alors qu'elle est manifestement la caractéristique d'une ingérence étrangère ou d'une atteinte à la souveraineté de notre pays, à ses principes fondamentaux, qui consisterait effectivement à tirer la conclusion notamment du fait qu'une association comme le Miligorus ne pourrait pas ouvrir des écoles hors contrat, alors même qu'ils n'ont pas signé la charte des valeurs de l'islam et que nous nous opposons, on l'a vu dans le cas de la mosquée de Strasbourg, à la construction de lieux de culte, dispositions qui sont désormais dans ce projet de loi et que le Sénat a bien voulu adopter. Il s'agit donc d'en tirer toute conclusion en rajoutant l'alinéa qui concerne, et je souhaite que le Sénat puisse en prendre connaissance, sixième alinéa de l'article L441.1 du Code de l'éducation. Je voudrais en associer bien sûr le ministre de l'Éducation nationale avec qui j'ai eu de nombreux échanges et dont la rédaction a été corrigée avec son cabinet. Le représentant de l'État, en l'occurrence le préfet, il s'agit bien de la souveraineté de notre pays, de ses relations internationales et de ce qui relève effectivement d'une action sur ses intérêts fondamentaux. Le représentant de l'État dans le département peut également former opposition, donc évidemment c'est soumis à une appréciation et dont on peut imaginer qu'il y a un recours contre cette décision du représentant de l'État, à une telle ouverture pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de sa souveraineté. Ce qui veut très clairement dire que, nous l'avons vu suite à la tribune du maire d'Albertville, alors même que chacun souhaite s'opposer à l'ouverture de ces écoles hors contrat aspirées directement par des États ou par des ingérences étrangères extrêmement clairement, nous donnons la possibilité aux services de l'État de pouvoir nous opposer à de telles ouvertures d'écoles. Je crois que, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des lois a un sous-amendement et je donne un avis par avance, si j'ose dire, favorable dans l'esprit de concorde qui anime la volonté du gouvernement. Monsieur le Président de la Commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, effectivement, l'amendement est arrivé dans le courant de l'après-midi, mais nous avons pu échanger avec le ministre sur son objet et sur les conditions dans lesquelles il allait être déposé. Naturellement, il répond à une préoccupation qui est apparue très rapidement et très récemment, en particulier à Albertville. Et je regarde notre collègue Madame Berthet, qui est sénatrice et notamment ancien maire d'Albertville, qui connaît parfaitement la situation. Et donc, j'ai donné un accord
sur le dépôt, si tant est que j'ai un accord à donner, sauf qu'il faudra bien donner un avis de la Commission dans quelques instants, cette Commission n'ayant pas eu le temps de se réunir par ailleurs. Mais dans la rédaction de l'amendement qui nous convient, j'ai souhaité quand même apporter une modification, le sous-amender, pour remplacer la phrase « ou de la défense de sa souveraineté » par une formule, me semble-t-il, plus adaptée, de ses intérêts fondamentaux. Pourquoi ? Parce que c'est une formule qui est d'abord connue dans notre droit, utilisée régulièrement, sur laquelle on sait quel contenu est là, et me paraissait plus adaptée, de surcroît utilisée aussi dans le Code pénal. Donc à la faveur de ce sous-amendement, naturellement, à titre personnel, mais je soutiendrai l'amendement du gouvernement. Merci. Alors, avis de la Commission, Madame la rapporteure. Monsieur le Président, comme l'a rappelé Monsieur le Président de la Commission, évidemment, nous avons eu cet après-midi cet amendement, donc la Commission ne s'est pas réunie. Voilà, à titre personnel, mais je pense que la Commission, il me semble, aurait mis un avis favorable à cet amendement, parce que les événements de ce week-end et les événements, Madame Berthet, effectivement, est bien placée pour le savoir, nous ont tous interpellés et interpellé évidemment le préfet de cette région. Je voulais juste dire, Monsieur le Ministre, que ce qui prouve ce que nous avons vécu ensemble et ce pourquoi nous allons probablement prendre une position là dans les secondes qui suivent, ça prouve que dans le texte, il y a encore des trous dans la raquette et que les trous dans la raquette, il va falloir que nous continuions à les regarder ensemble. Et je pense que les apports du Sénat dans ce texte vous permettront aussi de prendre de bonnes décisions sur des choses que nous aurons à régler tous ensemble. Voilà, donc c'est plutôt un avis favorable, je pense. Et au sous-amendement, bien évidemment, de notre cher président. Merci. Alors, prise de parole, Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À titre personnel, je suis très mal à l'aise avec cet amendement. Parce que je comprends bien ce qui vous anime. Et c'est totalement légitime. Toutefois, il n'y a pas que des États. Il peut y avoir énormément de raisons qui peuvent conduire à ce qu'une école... qu'on ne souhaite pas l'ouverture d'une école et qu'elle ne soit pas conforme à l'intérêt général. Et cela devrait passer par une autorisation préalable. Nous avons eu tout ce débat au préalable. Et finalement, c'est le prix que nous payons de ne pas avoir donné d'autorisation préalable que d'avoir à voter cet amendement. Et je sais aussi, comme sénateur des Français à l'étranger, comment parfois sont perçus un certain nombre de nos écoles dans un certain nombre de pays, en particulier lorsque nous avons des discussions, des relations diplomatiques un peu tendues. Et je n'aimerais pas que nous nous appliquions que ceci tourner. Si nous avions mis en place un régime d'autorisation préalable, nous serions assurés au préalable que le projet d'ouverture d'une école serait conforme aux principes de la République et à l'intérêt général. Nous ne l'avons pas fait, nous payons ce prix avec cet amendement et nous risquons par réciprocité, de nous trouver dans un certain nombre de situations où un certain nombre d'écoles françaises à l'étranger, qui sont parfois accusées dans la presse de ces pays de ce que nous avons pu lire ces derniers jours, d'être fermées. Et je ne le souhaite pas. Il me semble que nous devons avoir un principe général. Le principe général, c'est l'autorisation préalable. Nous ne l'avons pas voté. Voilà. C'est l'incohérence de notre texte. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement, c'est le Deus ex machina. Voilà. C'est la façon de réintroduire, comme l'a dit très très justement notre collègue Lecomte, l'autorisation préfectorale dans un dispositif que vous avez souhaité absolument déclaratif. Et on voit bien dans quelle aporie vous êtes. Parce que, en effet, quand on est dans un système déclaratif, on ne peut pas faire valoir les intérêts de l'État par son représentant préalablement au dépôt. Donc derrière, vous êtes obligé d'écoper par rapport à une situation locale qui vous échappe complètement. Je suis très triste de la rédaction de cet amendement qui ne renvoie que... je suis tout à fait d'accord pour les respecter, mais il s'agit d'écoles et on nous parle des intérêts fondamentaux de la France. Moi, j'aurais aimé que dans un système d'autorisation,
vous parlassiez des intérêts fondamentaux de l'enfant et des droits de l'enfant. Ils sont absents. Si vous aviez accepté un système d'autorisation, ce qui aurait été mis en avant ici, c'est le dossier pédagogique déposé par l'association. Et en fonction de ce dossier pédagogique, nous aurions pu, le préfet, l'administration de l'éducation nationale aurait pu vérifier que le dossier pédagogique était conforme au respect des droits essentiels à l'instruction et à l'émancipation de l'enfant. Là, je trouve regrettable que sur une question d'école, vous introduisiez des choses qui ne relèvent absolument pas de la pédagogie, mais de quelque chose qui se gère au niveau diplomatique. Et gérer l'ouverture des écoles dans les territoires en fonction des relations diplomatiques, ça me semble être une très mauvaise chose pour l'école. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous, Monsieur Ouzoulias. J'ai encore plusieurs demandes de parole, donc on va rester calme. Monsieur le Président Lafont. Président, bon, c'est évidemment toujours un peu gênant, après quasiment deux semaines de débat, de découvrir un amendement au dernier moment et après plusieurs semaines de travail. On a toujours la crainte dans ces cas-là de légiférer un peu dans l'urgence avec plus de questions laissées en suspens que de réponses vraiment apportées. Il est évident que quand on lit l'amendement du gouvernement, on est frappé dans un premier temps par l'imprécision ou le flou généré par certains termes. Je ne sais pas précisément ce que veut dire en droit les motifs liés à des relations internationales, par exemple, et donc je ne peux qu'avoir un regard intéressé et bienveillant par rapport au sous-amendement de la commission des lois qui précise de manière quand même beaucoup plus rigoureuse ce qui est recherché. Moi, j'ai une interrogation sur le fait qu'on ne fait pas référence en fait à la question du financement à travers cet amendement directement. J'aurais préféré que la question soit abordée à travers directement la question du financement, parce que j'ai un peu peur des interprétations jurisprudentielles qui peuvent être faites de l'écriture de cet amendement. Vous savez qu'on est dans le groupe Union centriste évidemment très attaché à la loi Gatel et que cet amendement vient, on va dire, compléter la loi Gatel, comme quoi peut-être il y a des compléments à apporter, mais en tout cas ça suppose de notre part une vigilance. On a bien compris l'intérêt de cet amendement et la nécessité sans doute de compléter le dispositif. C'est pour ça que nous nous joindrons à la fois au sous-amendement, comme je l'ai dit, mais aussi à l'amendement du gouvernement, mais en ayant quelques questions à la fois sur la rédaction et quelques regrets sur le fait qu'il n'apparaisse que maintenant. Merci. Madame Berthet. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir pris en compte effectivement la demande de très nombreux élus d'Albertville, de la Savoie, mais de façon bien plus large également. Ce problème, effectivement, est apparu à Albertville, mais ça aurait pu être tout à fait ailleurs. Et on ne peut pas laisser les maires démunis face à de telles situations. Bien sûr, le cœur du problème, c'est le respect des principes, des valeurs de notre République. Et comment peut-on en être certain que ces valeurs seront respectées face à une association qui n'a pas souhaité signer la charte de ces valeurs. Donc, je pense, cet amendement permettra de résoudre ces problèmes auxquels le maire d'Albertville et certainement bien d'autres auraient pu être confrontés. Je vous remercie. Merci. Monsieur Brisson. Merci, Monsieur le Président. Je fais miennes les remarques de forme et de fond du président Lafont, le président de notre commission, mais je voudrais, sur le fond, apporter mon soutien à cet amendement et au sous-amendement de la commission. Mardi dernier, j'ai plutôt défendu les établissements hors contrat et j'ai défendu le régime de déclaration qui est celui de la loi Gatel. Nous sommes confrontés à une réalité que l'affaire d'Albertville a mise en valeur. Il s'agit de lutter contre le séparatisme. Or, tout cet après-midi, j'ai entendu parler du Concordat en Alsace-Lorraine, j'ai entendu parler
des situations particulières de Guyane, de Mayotte ou de nos territoires d'outre-mer. Et pendant tout l'après-midi, je me suis demandé où est la lutte contre le séparatisme. Incontestablement, sur l'amendement du gouvernement, on retrouve un vrai sujet. Il ne s'agit pas de fermer tous les établissements, il s'agit d'avoir un outil face à des ingérences étrangères qui visent alors le séparatisme par rapport à la République. Donc, je maintiens ma position sur la loi Gatel et le régime de déclaration, parce qu'il ne faut pas que la massue tombe sur ceux qui n'ont rien fait. Et c'est bien souvent le danger de ce texte, c'est que finalement demain il soit utilisé par l'administration contre des acteurs qui n'ont rien à voir avec le séparatisme. Mais lorsque l'on a un élément du texte qui conforte la lutte contre le séparatisme, j'encourage mes amis à le voter. Merci. Monsieur le Premier questeur, Philippe Bas. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis tout à fait favorable à cet amendement tel que notre président de la commission des lois l'a sous-amendé. Je voudrais tenter de rassurer le président de notre commission de l'éducation et de la culture. N'oublions pas que ces décisions, qui ne pourront avoir qu'un caractère tout à fait exceptionnel, seront prises sous le contrôle d'un juge. Et qu'il faudra à ce moment-là que le préfet justifie la réalité de la menace qu'il veut prévenir en s'opposant à la création d'une telle école. Mais, mes chers collègues, nous avons refusé de soumettre à autorisation l'école à la maison. Nous avons considéré que c'était une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Je vois de la part du gouvernement dans cet amendement une forme de reconnaissance de l'approche que nous avons eue, avec la recherche d'une autre réponse que celle qu'il avait initialement proposée. Cette autre réponse, c'est quand une école est créée et qu'elle est en réalité le fer de lance d'islamistes radicaux, par exemple, qui sont entièrement aux mains d'un pays étranger, mettons du Moyen-Orient, à ce moment-là, on pourra les interdire. Et ça règle une partie de la préoccupation que le gouvernement avait eue lorsqu'il avait dit « je ne veux plus d'école à la maison » parce qu'une partie des enfants qui sont soi-disant à la maison pour recevoir une éducation sont en réalité dans des écoles coraniques. Eh bien voilà, ce genre d'écoles, quand elles sont financées et contrôlées par des pays étrangers, on pourra les interdire. Je crois que c'est une manière de prendre acte de notre vote, et donc je veux rendre au gouvernement les bonnes manières qu'il a à l'égard du Sénat en présentant cet amendement. Monsieur le questeur Sueur. Après, je lève. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je ne partagerai pas totalement le point de vue de Philippe Bas qui parle d'une bonne manière. Pensez-vous que l'arrivée inopinée d'amendements qui n'ont été discutés évidemment ni en commission ni nulle part ailleurs soit une bonne manière à l'égard du Sénat, Monsieur le Président? C'est un sujet de discussion. Je dirais que je comprends, comme je comprenais la semaine dernière, ce qui motive notre ministre. Ce qui s'est passé à Strasbourg la semaine dernière, ce qui est susceptible de se passer dans une autre ville de France cette semaine. Et je comprends tout à fait l'inquiétude et en même temps les problèmes que cela peut poser. La seule question que nous posons, c'est de savoir si c'est par les mesures indiquées dans cet amendement que nous allons parvenir à trouver une solution. Comme l'a excellemment dit Jean-Yves Lecomte, faisons très attention. Quand on met dans l'objet l'idéologie, il va y avoir des pays qui vont nous renvoyer l'ascenseur en nous disant « mais en France, vous avez une idéologie laïque, il est hors de question que cette idéologie se répande chez nous ». Si on se met à raisonner ainsi, il faut prendre en compte l'ensemble du sujet. Et puis, il y a
la question préalable en quelque sorte. Et d'ailleurs, vous savez, plus nous discutons sur ce texte, plus nous voyons que la question préalable posée par Patrick Kanner était excellente, parce qu'on s'éloigne toujours plus de la lutte contre le djihadisme nocif, violent, etc., pour toute une série de mesures qui ont une autre nature. Alors, nous pensons que les maires ont des droits, des devoirs dans la République, que le préfet exerce son contrôle de légalité et que tout cela est en effet, cher Philippe Bas, sous le contrôle du juge. Et c'est pourquoi nous ne souscrivons pas à cet amendement hâtif qui est sans doute une solution trop rapide à une question qu'il faut regarder au fond, eu égard au pouvoir des maires, tout simplement. Et bien entendu au rôle de l'État et au rôle du juge. Merci. Madame de La Gontrie avant Madame Billon, et je précise tout de suite que visiblement il y a une demande de scrutin public. Point où on en est. Merci Monsieur le Président. Cet amendement évidemment est important, mais je dirais au président Bas que je l'ai connu plus exigeant juriste, puisque nous voyons bien qu'il y a deux motifs qui sont évoqués. Des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de sa souveraineté. Alors, le sous-amendement du président de la commission des lois, évidemment, est bienvenu, car les intérêts fondamentaux de la France, on sait juridiquement de quoi on parle. En revanche, les motifs tirés des relations internationales de la France, je ne sais pas de quoi on parle. Et lorsque nous sommes en train de faire la loi, nous devons donner des critères précis. Sachant que le président Bas a d'ailleurs fait appel à la notion de menace. Il n'est nulle part parlé de menace. Il est parlé de motifs tirés des relations internationales de la France. Alors, la question est celle-là. Si demain, les relations internationales évoluent, et bien sûr elles évoluent, que se passe-t-il? L'école est fermée? Comment est-ce que le préfet va-t-il fonctionner à ce moment-là? On ne peut pas être dans l'aléatoire, dans le discrétionnaire. Jean-Yves Lecomte a parfaitement eu raison de dire que nous avons souhaité l'autorisation préalable. Vous ne l'avez pas voulu, mais au moins nous sommes cohérents. Mais je vous le dis, si vous votez cette disposition, cela veut dire que demain, en fonction de l'actualité, telle ou telle école pourrait être fragilisée ou pas. Alors j'entends que le ministre de l'Intérieur a un sujet, enfin nous avons tous un sujet, mais l'épisode d'Albertville qui a été évoqué récemment, mais ce qui vous est proposé aujourd'hui n'est pas la façon de répondre. Parce qu'encore une fois, vous allez mettre toutes les écoles sous le régime aléatoire de l'évolution des relations diplomatiques de la France, et ça n'est pas suffisamment précis pour être recevable. Alors, Madame Billon. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais pour ma part voter cet amendement ainsi amendé par la Commission des lois. Parce que ça répond à des situations nouvelles, à des pratiques en augmentation, et donc c'est source d'inquiétude, bien entendu, on l'a entendu avec notre collègue Martine Berthet tout à l'heure. Par contre, je souhaite quand même exprimer, comme vient de faire notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie, quelques inquiétudes. Le préfet aura-t-il les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer dans les délais impartis? Quels seront ces éléments qui vont pouvoir le mettre en alerte? Et je rejoins tout à fait ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie, parce que les services de l'État vont-ils dresser des listes de pays en fonction de l'actualité? Ces listes donc seront-elles mises à jour? Dans quelle mesure seront-elles mises à jour? Comment cela va-t-il s'organiser? Donc ce sont de vraies inquiétudes. Et donc, Monsieur le Ministre, pouvez-vous préciser la manière dont tout ceci va être mis en œuvre? Merci. Il va le pouvoir d'autant plus qu'il va prendre la parole, mais seulement après Monsieur Bonnecarrère. Le sous-amendement présenté par la commission des lois, avec la référence à ses intérêts fondamentaux, fait manifestement consensus. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas de la terminologie utilisée par le gouvernement, même si nous avons bien compris l'objectif. Et c'est vrai qu'intellectuellement, le fait de faire dépendre une ouverture des relations internationales de la France
est un exercice qui est assez étonnant. Je ne vois pas d'ailleurs très bien comment pourra faire la juridiction administrative saisie des recours sur ces oppositions pour apprécier. Elle sait apprécier l'intérêt général, elle sait, je crois, apprécier les intérêts fondamentaux. Je n'ai pas connaissance que nos juridictions administratives soient outillées pour déterminer l'état des relations internationales de la France. J'aurais donc tendance à suivre complètement, s'il le veut bien, le président de la commission des lois et à sous-amender son propre sous-amendement en écrivant simplement que le représentant de l'État dans le département peut également former opposition à une telle ouverture pour des motifs tirés de ses intérêts fondamentaux. C'est-à-dire que je propose non seulement de supprimer la défense de souveraineté, mais également la référence aux relations internationales de la France. Ces sous-amendements étant présentés en accord avec mes collègues du groupe centriste avec lesquels nous avons échangé en quelques secondes. Merci. Mais une fois les explications de vote commencées, on ne peut plus sous-amender. Par conséquent, je suis désolé, mais votre sous-amendement n'est pas recevable. C'est dommage, mais c'est le règlement. Monsieur le ministre, je vous en prie, avant que la parole soit donnée au ministre, je précise qu'il y aura 2 scrutins publics, un sur le sous-amendement et un sur l'amendement, si chacun pouvait s'y préparer. Eh oui. Monsieur le ministre. Bien, merci Monsieur le Président. Peut-être d'abord sur ce que nous essayons de combattre. Prenons l'exemple, ce n'est pas sans doute le seul, mais c'est celui le plus marquant et sans doute le plus inquiétant, celui du Minigorus. Aujourd'hui, il y a, puisqu'on m'a demandé des précisions, 11 établissements scolaires qui sont affiliés à la CIMG, c'est-à-dire au Minigorus implantés sur le territoire, des maternelles et des élémentaires à Blois, à Strasbourg, à Mulhouse, à Vénissieux, à Villefranche-sur-Saône, à Annecy, à Savigny-le-Temple, à Corbeil-Essonnes, à Bourgoin-Jallieu et à Metz. Ça regroupe des milliers d'enfants. Je ne fais pas le détail, mais je suis à votre disposition. Si je prends l'exemple du groupe scolaire privé Bellevue, c'est 390 élèves, par exemple. Il ne s'agit pas de petites écoles ou de petites classes ouvertes ici ou là. D'après le ministère de l'Intérieur, il y a 10 nouveaux établissements scolaires hors contrat prévus dans l'année qui vient, à Oyonnax, à Annonay, à Lormont, à Vannes-sur-Sec, pardon pour la prononciation si ce n'est pas la bonne, à l'EPH de Roussillon, à Bourgoin-Jallieu, à Villeurbanne, à Albertville, à Annemasse, à Belfort et à Clichy. J'ai été saisi par de nombreux maires, de toutes tendances confondues. J'ai expliqué notamment, bien sûr, chacun a vu le maire d'Albertville, mais c'est aussi le maire de Clichy qui m'a sollicité. Et dans les urgences que vous évoquez, mesdames et messieurs les sénateurs, je peux comprendre cette frustration ayant été moi-même parlementaire, je vous ferai remarquer que la décision du tribunal administratif pour Albertville, c'est le 9 avril. C'est-à-dire que, à bon ton, le ministère de l'Intérieur pensait qu'à partir du moment où à la fois le maire, l'Éducation nationale, le préfet étaient d'accord pour s'opposer par une conjonction de choses que l'on connaît tous, urbanisme, le projet pédagogique, enfin tout ce que vous avez évoqué, à bon ton, nous pensions que le juge administratif donnerait raison à monsieur le maire d'Albertville. Et le juge administratif a donné tort à monsieur le maire d'Albertville. Et le maire de Clichy connaît la même malheureuse solution. De ce point de vue, il y a 2 solutions pour le gouvernement. Soit il profitait des quelques heures de la loi séparatisme que nous discutons ici pour proposer un amendement qui manifestement est souhaité par beaucoup ici, soit il attendait dans 3 ou 4 ans qu'un nouveau texte législatif arrive et subissait les étonnements légitimes des élus locaux, mais aussi, bien avoué, de la population, qui ne comprend pas comment une association peut être non signataire d'une charte alors qu'on lui proposait l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des valeurs de la République, pouvoir s'opposer à la construction de leur lieu de culte, confère mairie de Strasbourg, mais accepter des ouvertures d'écoles par dizaines, avec des milliers d'enfants concernés. Parce que, mesdames et messieurs les sénateurs, les projets que nous évoquons, les projets futurs, ce ne sont pas des petits projets. Sur Albertville, la CMG, madame la sénatrice l'a évoqué, et dès ce matin, ce n'est pas faire injure au secret des correspondances de me dire qu'elle m'a sollicité pour qu'on puisse y réagir, et elle-même, connaissant bien le dossier depuis plusieurs années, a évoqué ce matin le fait qu'il fallait réagir à cette situation.
Méligorus a fait l'acquisition en 2016 d'un terrain contigu à une mosquée existante dans un quartier politique de la ville pour y implanter une école privée. Le projet a été présenté en 2018, qui prévoit 6 classes de maternelle, 10 classes de primaire pour 250 élèves. Son coût estimé à 4 millions d'euros. Et effectivement, le financement, c'est des dons des familles et des entrepreneurs. Je voudrais d'ailleurs dire au président de la commission de l'éducation qu'à ma connaissance, vous avez adopté une modification du 441.1 du Code de l'éducation qui prévoit justement que les financements sont un motif d'ordre public d'opposition. Donc quand vous regrettez, Monsieur le Président, du fait que ce n'avait pas été jadis prévu, ça l'a été pendant le débat parlementaire, justement, sur proposition, me semble-t-il, gouvernementale, quand Jean-Michel Blanquer était au banc. Mais en tout cas, cette finalité est tout aussi prévue. Et malgré que le fait que le maire s'oppose, on l'a dit, à l'urbanisme et demain à l'ouverture de l'école, le tribunal administratif lui a donné tort. Avec des présidents d'associations qui vont dans le bureau du maire d'Albertville et qui disent au préfet, grosso modo, on s'en fiche, on le fera quand même. C'est quand même une solution pour savoir si la République elle veut s'opposer à ceux qui veulent la combattre ou non. Dans le cas de Mulhouse, dont plusieurs élus m'ont largement interpellé ces derniers temps, à la fois sur le lieu de culte, mais aussi sur l'école. Depuis 2013, le Méligorus a acheté un terrain, parce qu'on peut effectivement dire que le gouvernement s'y prend tardivement, mais enfin, il y a des dossiers qui datent de quasiment 10 ans. Ça achète un terrain de 2,5 hectares dans la zone de la Mer Rouge à Mulhouse, avec pour projet d'y construire une salle de prière de 1500 personnes. Et en 2016, demande de permis de construire pour une école confessionnelle déposée, là encore, pour des dizaines d'élèves. Alors que, je crois savoir qu'à la fois l'autorité préfectorale, les services de l'éducation nationale et la mairie s'y opposent. À Clichy-sous-Bois, vous remarquez que je suis éclectique dans les maires qui ont des difficultés ici ou là, dont je constate d'ailleurs que tous ont un lien avec le quartier en politique de la ville, ce qui devrait aussi nous interpeller dans notre combat, me semble-t-il, pour la République et pour justement la mixité sociale. Il y a eu en 2014 une proposition de 400 élèves répartis en 19 classes à Clichy-sous-Bois, alors que le maire, les services d'éducation et les préfectures, sous 2 gouvernements différents, s'y sont opposés. Et là encore, nous sommes dans une prévision désormais non seulement qui a été dépassée alors que le maire s'y était opposé, mais désormais c'est 4500 mètres carrés de surface planchée avec 510 élèves dans votre département, dans le département de Seine-Saint-Denis en l'occurrence. Donc il s'agit vraiment de sujets très importants dont nous pensions que le juge administratif allait suivre l'avis des maires, des représentants de l'État et des représentants de manière générale de l'éducation nationale. Vous évoquez, Madame la sénatrice, tout à l'heure, sur comment ça va se faire. Mais que fera le préfet grâce à cette disposition? Il pourra soumettre à l'autorité administrative, si jamais cette décision était attaquée, et c'est normal qu'elle soit attaquée si on considère qu'elle est un excès de pouvoir, notamment des notes de renseignement. Tout le monde l'accepte désormais dans la juridiction administrative, qui prouvent que les intérêts de la nation, et j'y reviendrai sur la relation internationale, sont en jeu dans cette question. Et la DGSI, Tracfin, les divers services de renseignement peuvent nous démontrer qu'il s'agit là d'ingérence étrangère et manifestement de volonté de séparatisme de la part du territoire national. Et pardon, monsieur le sénateur, mais qu'est-ce qu'il y a de plus séparatiste qu'une école qui vise à construire les enfants indépendamment de son projet pédagogique, contre ses propres valeurs. Et ça n'a rien à voir avec les dispositions du projet pédagogique, parce que, vous voyez, la difficulté, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire la dissimulation. En général, on vient vous voir, on présente un projet qui apparaît à peu près conforme, et on s'aperçoit, une fois que c'est là, que c'est bien différent de ce qu'on vous a vendu. Et là, pour le coup, les autorités préfectorales, les maires, chacun l'a constaté quand on a dirigé des collectivités territoriales, s'aperçoit que c'est bien trop tard et que le mal est largement fait. Et je voudrais dire, monsieur le sénateur, qu'il ne s'agit pas simplement de regarder conformément à un acte ou pas pédagogique, il s'agit de savoir si on veut que des associations dont on connaît les financements, qui s'opposent à nos valeurs, puisqu'ils refusent même de signer la charte d'équivalent de respect des valeurs de la République, peuvent continuer à se développer sur le territoire national. La réponse du gouvernement est non. Et comme le juge administratif a manifestement donné une interprétation qui est celle sans doute de la loi aujourd'hui, c'est, je crois, le devoir du gouvernement et donc du législateur de changer la loi pour permettre aux juges de donner raison aux élus locaux qui veulent combattre ces ingérences. Parce que nous avons discuté depuis le début de ce débat sur qu'est-ce qu'on fait lorsque des élus locaux peuvent, de manière naïve ou de manière calculée, accepter une sorte de communautarisme d'ingérence étrangère. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'élus locaux qui courageusement le refusent
et dont la justice de notre pays, en appliquant les lois de notre pays, considère qu'ils n'ont pas le droit de s'y opposer. Pardon de vous le dire, c'est une arme que l'on doit à ces élus qui sont courageux. Il ne s'agit pas de savoir si, post-politique, ils ont été ou pas courageux. Là, ils nous demandent les armes du courage. Je serais un bien piètre ministre de l'Intérieur si je ne répondais pas à cette interrogation depuis le 9 avril dernier. Et puis, je voudrais dire que le régime d'autorisation préalable, on peut en rediscuter à l'infini. Il a été souligné par votre Chambre et par celle de l'Assemblée et par le Conseil d'État que ce n'était pas constitutionnel. Aussi, si, monsieur le sénateur, on peut le regretter peut-être, mais il s'agit de la liberté, une liberté fondamentale qui est la liberté d'éducation. La même qui vous a poussé, c'était très bien dit par le président Bas, à refuser les dispositions proposées par le gouvernement sur l'instruction en famille. Alors, moi, je vais vous dire très franchement, l'argument de M. Sueur et de M. Lecomte pour dire qu'il risque d'y avoir des rétorsions, c'est un argument qui ne tient pas la route. Dans ces cas, nous accepterions tout parce qu'un autre pays pourrait avoir des rétorsions. Il ne s'agit nullement de citer tel ou tel pays. Et pardon de vous le dire, monsieur le sénateur, bon, je le dis pour le Midi-Gauruche, mais je le dis bien volontiers, parce qu'on voit bien que c'est là que se joue le jeu, mais peut-être que demain ce sera un autre pays ou une autre instance. Nous ne citons pas un pays particulièrement. C'est le représentant de l'État français qui peut s'opposer au nom de ces relations internationales. Et contrairement à ce que dit madame la sénatrice de la Gontrie, il s'agit nullement de faire fermer des écoles si les relations internationales changeaient. Il s'agit d'ouverture d'écoles. Il s'agit d'ouverture d'écoles. Une fois que ces écoles sont ouvertes, vient l'autre moment, qu'est l'ordre public ou qu'est le projet pédagogique. Là, il s'agit d'ouverture des écoles. Alors, connaissant ce que nous connaissons, à la fois nourris par ces débats, par la décision du tribunal qui a donné tort à la mairie d'Albertville, par le fait que des élus locaux nous demandent d'être courageux, par le fait qu'il y a des associations très clairement d'ingérence étrangère ou islamiste qui mettent en péril la République. Non seulement ils le font, mais ils le font ex voto en nous regardant les yeux dans les yeux pour savoir si on va reculer. Je pense que cet amendement, en m'excusant de la difficulté peut-être de le voir arriver tardivement, méritait de ne pas laisser passer le train législatif. Et je dis au président de la commission des lois que si en CMP, le Sénat et l'Assemblée souhaitent trouver les moyens d'être encore plus clairs et plus précis dans les buts que je viens d'évoquer, c'est une bonne chose. Mais si nous retirons les relations internationales, alors même la disposition des intérêts fondamentaux de la nation ne permettrait sans doute pas de s'opposer à l'ouverture de l'école d'Albertville. Puisqu'il est évident que cette ingérence, elle se fait subrepticement et que nous avons des moyens à opposer au juge administratif lorsqu'il s'agit de renseignements, de précautions que nous devons prendre. Et je pense que la politique de la précaution, elle vaut aussi contre l'islamisme radical et contre les ingérences étrangères. Madame la présidente Rossignol. Monsieur le ministre, vous mettez le Sénat dans l'embarras avec cet amendement, mais parce que vous y êtes vous-même dans l'embarras. Pourquoi on est dans l'embarras avec votre amendement ? Pas parce qu'il arrive en dernière minute, on est rompu à l'exercice et on est assez souple pour examiner rapidement un amendement, mais parce que sa rédaction nous paraît devoir être autant à risque de censure constitutionnelle que le fameux risque de censure que vous brandissez quand il s'agit de parler d'autorisation. Parce que qu'est-ce que vous écrivez ? En fait, que le représentant de l'État, le préfet, pourra former opposition, c'est-à-dire que le préfet examinera le projet éducatif, les financeurs, tout ce qu'il y a autour de cette ouverture d'école hors contrat, et qu'il pourra donc décider de former opposition, donc d'autoriser ou de ne pas autoriser, en réalité. Donc, si l'argument de l'inconstitutionnalité de l'autorisation préalable que vous avez brandi il y a un instant est solide, ce que je ne crois pas, il est tout aussi solide pour votre amendement, qui est encore plus discutable sur le plan juridique et légistique, parce qu'il n'est pas clair. Je voudrais bien savoir comment le juge administratif va se débrouiller des relations internationales de la France ou de ses intérêts. C'est très compliqué. Or, nous voulons tous interdire les écoles hors contrat qui portent atteinte aux intérêts de la France, qui favorisent les radicalités ou qui portent atteinte aux intérêts des enfants. Nous le voulons tellement, nous, au groupe socialiste, que nous avons proposé à plusieurs reprises un amendement créant une autorisation. Parce que l'école d'Albertville, si on avait voté l'autorisation préalable au moment où nous avons discuté de la loi Gatel, mais
vous l'auriez déjà utilisé, cette autorisation préalable. Mais maintenant, vous n'allez même pas pouvoir utiliser cet article-là pour Albertville, puisque ce n'est pas rétroactif. Donc vous êtes dans l'embarras, monsieur le ministre. Vous nous y mettez terriblement, parce que nous partageons vos intentions. Nous en avions une meilleure solution juridique que la vôtre, et vous nous amenez maintenant à devoir voter, ou plutôt nous abstenir, sur un article dont la rédaction n'est pas sérieuse. Monsieur le ministre. Oui, je regrette très profondément, Madame la ministre Rossignol, que vous ne votiez pas l'amendement, mais bien sûr, la liberté du vote s'exprime d'autant plus que c'est un sujet, vous l'avez évoqué vous-même, difficile, mais je ne peux pas laisser dire les trois arguments que vous avez évoqués. D'abord, vous dites les relations internationales, ça n'existe pas dans le droit. Je vous renvoie au CESEDA, qui est truffé de relations internationales. Je vous lis par exemple l'article 321.1 du CESEDA, prévoit qu'il est possible pour le représentant de l'État de prononcer une interdiction administrative de territoire contre l'étranger dont la présence constituerait une menace grave pour les relations internationales de la France. C'est un motif juridique que connaît le droit des étrangers notamment. C'est bien logique puisque nous parlons là de relations avec les étrangers. Le deuxième point, là, pour Albertville, ça s'appliquera évidemment, puisque ce qu'a fait Albertville pour l'instant, c'est une opposition sur l'urbanisme et va venir l'école. Là, ce que nous faisons, c'est que nous ne nous opposons pas pour l'urbanisme, mais bien pour l'ouverture de l'école. Donc, si cette disposition a été votée, elle serait prise pour Albertville. Ce qui est vrai, c'est que rétroactivement, pour les 10 écoles du Midi-Gorus, il n'y a pas de possibilité de fermeture par le préfet, puisqu'elles ont été ouvertes. Là, j'entends votre argument, mais pour Albertville, c'est le cas. Et troisièmement, je ne souscris pas à votre argument sur l'autorisation préalable, puisque là, il s'agit de l'ouverture d'école, sauf opposition du préfet. C'est autre chose en droit d'avoir une généralité, vous en conviendrez, Madame la Ministre, une généralité qui vise à, oui, on peut ouvrir parce qu'il y a une liberté fondamentale, mais il y a des exceptions, on peut la fermer. Et comment ça se passera, j'ai eu l'occasion de le dire, parce que d'un point de vue de souveraineté, les services de renseignement, et c'est accepté par la jurisprudence administrative depuis désormais un certain temps, puissent produire des notes de la DGSI, de Tracfin. C'est le cas pour la révocation de fonctionnaires, j'en ai moi-même connu Madame la Gontrie, qui permettent de le justifier. Après, le juge, il permet de voir s'il y a un excès de pouvoir ou non. Et par nature, le pouvoir exécutif est soumis à l'autorité administrative du juge. Donc il y a, à mon avis, pas de contradiction à défendre l'idée que c'est inconstitutionnel, comme l'a dit le Conseil d'État, de prévoir une autorisation préalable pour l'ouverture d'écoles, mais de prévoir une exception qui, justement, pour des raisons de souveraineté, d'intérêt fondamental de la nation, nous permet de nous y opposer. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur le sous-amendement 692. Je vous rappelle que l'avis de la Commission et du Gouvernement sont favorables. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Sur l'amendement 692, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 344. Nombre de suffrages exprimés 279, pour l'adoption 243, contre 36. Le Sénat a adopté. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement 691, avec un avis favorable de la Commission, un avis favorable du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 110 sur l'amendement 691, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 271, pour l'adoption 243, contre 28. Le Sénat a adopté.